L'accent mis sur les monnaies locales, sur l'utilisation des monnaies nationales dans le commerce. Je crois que le chiffre était d'environ 90% des échanges entre les pays des BRICS qui se font dans leurs propres monnaies respectives. C'est très significatif. Et je pense que cela illustre un problème économique plus large que les États-Unis perçoivent avec les BRICS. Cette dédollarisation, ce mouvement vers un développement économique et financier indépendant entre eux, n'est pas seulement une réponse majeure à l'arme que représente le dollar et à l'empire américain dans son ensemble, mais cela concrétise un processus qui a connu de nombreux obstacles, mais qui se poursuit, à savoir l'indépendance totale du Sud global vis-à-vis de leurs anciens ou actuels maîtres coloniaux et impériaux. Il me semble que c'est là le principal problème que posent les BRICS. Oui, j'ai été très heureux de voir que Lula et Anwar de Malaisie ont tous deux évoqué le colonialisme et la décolonisation. Et Anwar Ibrahim, le Premier ministre de Malaisie, a prononcé un discours très intéressant. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris par son caractère assez révolutionnaire. Encore une fois, il a fait référence à l'héritage du mouvement des non-alignés et à la conférence de Bandung. Il a mentionné plusieurs dirigeants anticoloniaux du Sud global qui étaient tous des gauchistes révolutionnaires, dont Zhou Enlai, qui était probablement la deuxième personne la plus puissante de Chine après Mao, à l'époque maoïste. Il a cité Jawaharlal Nehru, le père fondateur de l'Inde, et un leader anticolonial, qui était lui-même un dirigeant de gauche. Et il a évoqué Soekarno, qui était un leader socialiste anticolonial en Indonésie. Donc, entendre le Premier ministre de Malaisie citer ces dirigeants comme exemple positif me semble très significatif. Aussi d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, il a cité le nom de Kwame Nkrumah, qui était le leader socialiste révolutionnaire du Ghana, un dirigeant anticolonial. Et c'est particulièrement important qu'il ait mentionné Nkrumah, car Nkrumah est l'auteur du concept de néocolonialisme. Nkrumah a soutenu. D'ailleurs, Nkrumah a été victime d'un coup d'État soutenu par les États-Unis, comme Allende au Chili et tant d'autres dirigeants de gauche dans le Sud global, comme Mossadegh en Iran, Arbenz au Guatemala, Evo Morales en Bolivie en 2019. Bref, Nkrumah a écrit ce livre, Le néocolonialisme, dans lequel il affirmait qu'après la fin du colonialisme politique formel par les puissances européennes, il existait un système de néocolonialisme dans lequel les puissances coloniales occidentales contrôlaient toujours les institutions financières mondiales et le commerce avec leurs anciennes colonies. Et ils contrôlaient en fait les économies de nombreux pays du Sud global, parce que même s'ils avaient chassé leurs maîtres coloniaux, leurs économies étaient sous-développées, ils n'étaient pas industrialisés et dépendaient entièrement du commerce avec leurs anciens maîtres coloniaux. Et dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, d'où venait Nkrumah, c'était particulièrement important parce que la France contrôlait la monnaie des pays ouest-africains via le système du franc CFA. Auparavant, son nom était France-Afrique coloniale. Le mot colonial figurait littéralement dans le nom et ils l'ont renommé. Ils l'ont changé, mais cela reste une monnaie coloniale. Et encore aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, plusieurs pays utilisent cette monnaie française contrôlée par la France, alors même que la France elle-même n'utilise plus le franc. La France utilise l'euro. Donc, quand on parle de néocolonialisme, ce n'est pas seulement hypothétique, ce n'est pas seulement théorique. Le néocolonialisme est profondément ancré dans la structure du capitalisme mondial, dans les institutions financières internationales dominées par les États-Unis, comme le FMI et la Banque mondiale, dont nous avons parlé. Ainsi, les BRICS visent à transformer ces institutions financières internationales et à créer de véritables institutions financières multilatérales afin de décoloniser l'économie mondiale, pour qu'une véritable décolonisation soit possible.
Je pense qu'entendre Lula et Anwar en parler était très important, car cela montre clairement que c'est l'une des missions clés des BRICS, dans la continuité du mouvement des non-alignés. Lors de leur déclaration au sommet de 2025, les BRICS ont fait un certain nombre de déclarations importantes. Il y a eu une déclaration condamnant les attaques ukrainiennes contre Bryansk, Kursk et d'autres régions de Russie. Il y a également eu une condamnation des attaques contre l'Iran menées par Israël, mais bien sûr, avec le soutien des États-Unis. Une déclaration a aussi été faite appelant à un cessez-le-feu total et inconditionnel à Gaza. Les principaux pays à la tête des BRICS, la Russie, la Chine et désormais l'Iran en tant que nouveau membre, étaient tous impliqués. Mais malgré tous les désaccords que ces pays des BRICS peuvent avoir, je veux dire, la Chine et l'Inde sont à la même table, alors qu'ils ont de profonds désaccords. Lorsque tous ces pays des BRICS, avec des systèmes politiques et des orientations très différents, se réunissent, ils parviennent à s'accorder sur des points, à mon avis, assez significatifs, qui sont peut-être sous-estimés, mais qui pourraient expliquer une partie de la crainte des États-Unis de voir les BRICS unir de plus en plus le Sud global contre ces guerres sans fin. Oui, c'est tout à fait exact. Quand on parle de sécurité, il faut garder à l'esprit que les BRICS, je considère fondamentalement les BRICS comme une organisation axée davantage sur l'économie, la finance et la politique, et moins sur la sécurité. La sécurité relève plutôt de l'Organisation de coopération de Shanghai, à laquelle appartiennent de nombreux pays des BRICS. Cependant, comme vous l'avez souligné, les BRICS ont effectivement évoqué la sécurité parce qu'ils ont publié une déclaration très longue et complète. La déclaration de Rio de Janeiro faisait 31 pages et abordait plus de 100 points différents. Dans ce contexte, ils ont parlé du changement climatique qui est un enjeu majeur et de la responsabilité du Nord global, les pays colonisateurs qui sont à l'origine de la majorité du changement climatique et des émissions de carbone. Et pourtant, le Sud global subit les pires conséquences et a besoin de financement. Mais le Nord refuse de fournir ces financements. Cela a fait l'objet d'un grand débat. La réduction de la pauvreté était importante, le développement aussi. Également, bien sûr, la dédollarisation et tout ce qui s'y rapporte. La culture a été abordée, le tourisme et tout cela. Mais bien sûr, la sécurité en faisait partie. Et comme vous l'avez mentionné, ils ont condamné la guerre américano-israélienne contre l'Iran et Gaza, et ont appelé à la paix en Ukraine et tout cela. Mais en ce qui concerne la manière dont les BRICS perçoivent la sécurité, je pense que c'est la même que celle de nombreux pays du Sud global, c'est-à-dire l'opposé de la vision américaine de la sécurité. Les États-Unis considèrent la sécurité comme le fait que l'Empire américain doit tout contrôler. Si les États-Unis ne contrôlent pas tout, ils ne se sentent pas en sécurité. Si les États-Unis ne peuvent pas renverser n'importe quel gouvernement qui ne leur plaît pas, ils ne se sentent pas en sécurité. Si les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre où ils veulent, envoyer des troupes où ils veulent et organiser des exercices militaires au large des côtes chinoises, alors ils ne se sentent pas en sécurité. Tandis que les BRICS ont une vision collective de la sécurité, selon laquelle on ne peut pas parler de sécurité lorsque d'autres pays sont également menacés par ce que vous considérez comme votre propre sécurité. Et cela nous ramène à tout le conflit en Ukraine. La Russie a toujours été claire sur le fait que toute garantie de sécurité fournie de mutuelle. Oui, si les États-Unis ou l'Occident, plus précisément les forces de l'OTAN dirigées par les États-Unis, souhaitent un certain type d'accord de sécurité avec la Russie, alors la Russie doit également voir ses propres exigences légitimes en matière de sécurité satisfaites. Mais les États-Unis, l'OTAN et l'UBER refusent de les satisfaire parce qu'ils ne croient pas en une sécurité mutuelle et collective. Ils croient en leur propre sécurité au détriment des autres pays. Ainsi,
les BRICS se retrouvent aujourd'hui dans une situation très complexe, avec des pays comme la Chine et l'Inde, qui ont eu des différends frontaliers et qui sont tous deux membres fondateurs. Il y a aussi l'Iran et les Émirats arabes unis, qui sont membres. L'Arabie saoudite a été invitée, mais n'a pas officiellement accepté l'invitation. Mais on retrouve donc ces pays qui ont des problèmes de sécurité potentiels entre eux, et ils sont tous membres. Alors, comment peuvent-ils se rassembler et résoudre ces différends par la diplomatie? Et ils ont montré que c'est possible. D'ailleurs, l'ASEAN a montré que c'est possible. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Il y a maintenant plusieurs pays de l'ASEAN qui font partie des BRICS, dont le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande. Ils ont également eu leurs propres différends avec la Chine en mer de Chine méridionale. Mais ils ont résolu ces différends et conclu des accords de sécurité par la diplomatie, par le dialogue, alors que les États-Unis s'ingèrent constamment en Asie du Sud-Est, cherchant à encourager le conflit. Donc je pense que les BRICS ont en réalité montré que c'est un modèle de ce à quoi la sécurité collective peut réellement ressembler. Et j'ai déjà mentionné l'Organisation de coopération de Shanghai. Je pense que c'est un modèle encore meilleur, car dans l'Organisation de coopération de Shanghai, il n'y a pas seulement la Chine, la Russie, l'Iran et l'Inde, il y a aussi le Pakistan. Et évidemment, l'Inde et le Pakistan ont d'importants problèmes de sécurité entre eux. Mais ils font tous partie d'une organisation. Ils se réunissent chaque année et discutent des moyens de résoudre pacifiquement certains de ces problèmes par la diplomatie. Donc, je pense encore une fois que, même si je ne mettrai pas l'accent sur le fait que les BRICS sont fondamentalement une organisation axée sur la sécurité, c'est un sujet dont ils parlent. Et je pense que c'est un modèle de ce à quoi pourrait ressembler ce monde multipolaire si les États-Unis et les puissances impérialistes occidentales acceptaient réellement la fin de leurs empires, acceptaient l'intégration pacifique de l'Occident au reste du monde et acceptaient qu'ils ne sont que des pays. Ce ne sont pas des pays spéciaux, ce sont juste des pays comme les autres. Vous voyez, même parmi les personnes qui suivent notre travail, il y a beaucoup de sous-estimation. Beaucoup pensent « Oh, eh bien ces pays ne sont pas aussi puissants qu'ils le prétendent. La Russie, la Chine, l'Iran. Les BRICS ne sont pas aussi forts qu'ils le disent. Ou peut-être qu'ils ne sont pas aussi puissants que les observateurs indépendants le laissent entendre, parce qu'ils ne peuvent pas écraser. Ils ne peuvent pas détruire l'hégémonie des États-Unis d'un simple claquement de doigts. Mais je pense que ce que j'ai toujours soutenu, Ben, et ce que je vois les BRICS faire, et bien sûr ce que fait le reste du monde multipolaire, c'est qu'en construisant ces blocs de développement, la voie vers un développement indépendant, une voie qui peut exister dès maintenant et croître de manière significative, que ce soit la dédollarisation, les investissements indépendants du dollar américain, la croissance, les réseaux commerciaux mutuels. Toutes ces nouvelles institutions indépendantes ne dépendent pas de l'ingérence des États-Unis et de l'Occident. Tout cela constitue les bases d'une véritable, non seulement une véritable forme de sécurité, mais aussi une réelle chance légitime de ce dont la Chine parle, la prospérité commune. Il y a réellement une possibilité si ces bases sont posées et ces chemins tracés, et la réaction des États-Unis contre cela ne fera qu'accentuer ce conflit, ne fera qu'accentuer ces contradictions, ce qui bien sûr conduit à de nouveaux types et de nouvelles phases de lutte et de développement en soi. Donc je pense vraiment que nous assistons, malgré une impatience compréhensible, parfois, mais qui est à mon sens une impatience très occidentale face au processus. Je pense que nous assistons à une avancée réelle et significative. Et vous avez mentionné la sous-estimation et la propagande des médias occidentaux à propos de ce sommet. Je pense que même certains observateurs indépendants sous-estimaient peut-être le leadership du Brésil, le leadership de Lula,
et l'idée que le Brésil n'est pas actuellement dirigé par un gouvernement fantoche de l'Occident. Lula da Silva est en réalité assez indépendant et fait partie des rares dirigeants à appeler réellement à la création de monnaies indépendantes. Mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Avant que nous parlions, je voudrais aborder ces exercices militaires contre la Chine. Oui, il faut se rappeler que Lula a été l'un des cofondateurs des BRICS. C'était en partie son idée, je veux dire pas seulement lui, mais à l'époque où c'était encore BRIC, B-R-I-C, avant que l'Afrique du Sud ne rejoigne en 2010. L'organisation a été fondée en 2009. Donc Lula a toujours été un soutien clé du projet multipolaire dans le Sud global. Et il comprend que l'Amérique latine doit s'unir et être indépendante de l'impérialisme américain. Maintenant, il doit être très prudent. Toute personne en Amérique latine doit être très prudente, sinon elle finira comme Cuba, sous un blocus américain brutal et étouffant, confrontée à des tentatives de coup d'État, des sanctions et tout cela. Ou comme le Venezuela, je veux dire, le blocus brutal contre le Venezuela qui vise à détruire l'économie vénézuélienne. Donc évidemment, il faut être très prudent en Amérique latine, et Lula l'est. Il n'est pas Fidel Castro, mais il a toujours été un fervent soutien du Brésil, travaillant avec d'autres pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie pour construire un monde plus multipolaire. Et le fait que le Brésil, au fil du temps, ait approfondi son intégration économique avec la Chine et soit de moins en moins dépendant du commerce avec les États-Unis, lui a permis de s'opposer un peu plus aux États-Unis qu'auparavant. C'est son 3e mandat en tant que président. Contrairement, par exemple, au Mexique, n'est-ce pas? 80% des exportations du Mexique vont vers les États-Unis. 80%. Je veux dire, c'est un niveau de dépendance qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, à part au Canada, n'est-ce pas? Et regardez comment les États-Unis traitent le Canada. Trump parle d'annexer, de coloniser le Canada. Donc le Mexique doit être très très prudent. Mais cela dit, le gouvernement mexicain actuel est totalement souverain et non aligné dans sa politique étrangère. Il s'agit d'un gouvernement de gauche, anticolonialiste, dirigé par la présidente Claudia Sheinbaum. Elle s'est montrée très impressionnante. Et l'ancien président, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ils ont tous deux été très impressionnants dans la manière dont ils ont soigneusement équilibré leurs relations avec les États-Unis et le Sud global. Et le fait que Lula ait invité le Mexique à participer au sommet des BRICS en tant qu'observateur, et que la présidente Sheinbaum ait accepté l'invitation et envoyé le ministre mexicain des Affaires étrangères, De La Fuente, constitue un geste symbolique très important, qui montre aux États-Unis que même un pays comme le Mexique, qui dépend plus que tout autre pays au monde du commerce avec les États-Unis, même le Mexique dit aux États-Unis, « Vous devez arrêter d'intimider tout le monde et de nous traiter comme des colonies. » Nous ne sommes pas des colonies. Nous sommes des pays indépendants et souverains. Maintenant, un autre point rapide ici. Nous parlions de sécurité, et c'est lié. Un autre point que je voulais mentionner, que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'ai parlé de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui n'est absolument pas une alliance militaire. Évidemment, ce n'est pas le cas, puisque l'Inde et le Pakistan en sont tous deux membres. Et les BRICS le sont encore moins. Cela ne deviendra jamais une alliance militaire. Jamais, même dans 1 million d'années. Ce n'est pas sa vocation. Et je pense qu'il est important de considérer, lorsque nous parlons du déclin de l'impérialisme américain dans un monde multipolaire, à quoi pourrait ressembler ce monde multipolaire. Il existe différentes possibilités. Il y a un monde multipolaire comme lors de la Première Guerre mondiale, où l'on assiste à davantage de guerres et de conflits, mais il existe aussi le type de monde multipolaire envisagé par les BRICS, par le Brésil et par la Chine, qui pourrait potentiellement être un monde multipolaire plus pacifique, sans impérialisme.
Et je pense que la Chine a en fait montré à quoi cela pourrait ressembler, car la Chine n'est membre d'aucune alliance militaire. Et même si nous en avons parlé, tu sais, toi et moi, Danny, même si la Chine et la Russie entretiennent les meilleures relations de leur histoire, et qu'ils disent que c'est solide comme le roc et qu'ils le réaffirment toujours, ils n'ont pas d'alliance militaire. La Chine n'a d'alliance militaire avec aucun pays. Et la Chine ne qualifie pas non plus son partenariat avec la Russie d'alliance. Il s'agit d'un partenariat stratégique global. Et en fait, j'aime beaucoup. Je pense que la Chine, ainsi que le Vietnam et les pays de l'ASEAN, peuvent constituer un bon modèle de ce à quoi pourrait ressembler un monde multipolaire, y compris en matière de sécurité, n'est-ce pas? Parce que, comme je l'ai mentionné, au sein de l'ASEAN, il existe des différents frontaliers en mer de Chine méridionale, avec leurs différentes îles, etc. Le Vietnam, je pense, a une politique très raisonnable des 4 non, selon laquelle le Vietnam affirme qu'il ne rejoindra pas d'alliance militaire, qu'il ne participera pas à une guerre contre un autre pays, qu'il n'autorisera pas de pays étrangers à construire des bases militaires sur le territoire vietnamien, et qui ne rejoindra sous aucune forme une alliance militaire. Elle adopte une politique étrangère non alignée. Je pense que c'est une politique très sensée que de nombreux pays pourraient suivre. Et la Chine a essentiellement la même chose. Ce n'est pas appelé les 4 non, mais c'est ainsi que le Vietnam l'appelle. C'est fondamentalement la même politique. Et je pense que les BRICS, si l'on regarde leur philosophie, c'est en gros une philosophie très similaire, basée sur la non-ingérence et le non-alignement. Et je ne pense pas que les États-Unis adopteront cela, à moins qu'il n'y ait une révolution aux États-Unis, ce qui est désespérément nécessaire. C'est une révolution. Mais quand on parle des BRICS, je voulais simplement souligner ce point que j'avais oublié de mentionner, et ce que tu as dit m'y a fait penser, qu'il existe un modèle pour ce à quoi pourrait ressembler l'avenir des relations internationales et la résolution des conflits. Et je vois les prémices de cela en Chine et au Vietnam. Et ce sont des modèles très sensés. Et désolé, encore un point rapide. Le Brésil, l'Amérique latine d'ailleurs, a déclaré qu'elle était une région de paix, une zone de paix. Et les seuls conflits violents que nous avons vus en Amérique latine au cours du siècle dernier ont été des conflits impliquant les États-Unis, des guerres alimentées par les États-Unis. Je veux dire, les États-Unis ont envahi le Panama. Les États-Unis ont envahi la Grenade. Les États-Unis ont soutenu les escadrons de la mort terroriste des Contras au Nicaragua. Les États-Unis ont soutenu la guerre violente contre la drogue au Mexique. Les États-Unis ont soutenu la guerre violente contre la drogue en Colombie. Et il y a eu une guerre civile de faible intensité en Colombie qui a été sponsorisée par les États-Unis à travers le plan Colombie, qui aurait pris fin sans le soutien des États-Unis. C'était essentiellement une guerre contre la gauche en Colombie. Mais en ce qui concerne ces conflits, il s'agit de conflits internes. Évidemment, la guerre contre la drogue au Mexique a été horrible et très violente, et les États-Unis y jouent également un rôle important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de conflit interétatique dans cette région. C'est une zone de paix. Et l'Amérique latine a toujours souligné qu'elle est une zone de paix et qu'elle résout ses différends de manière diplomatique, comme l'Asie du Sud-Est. Donc, il est possible que ça se produise. Ce n'est pas une vision utopique. Le problème, c'est l'impérialisme. On ne peut pas avoir la paix qui coexiste avec l'impérialisme. Et les BRICS le montrent très clairement également. On a beaucoup parlé pendant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, ou quel que soit le nom qu'on veuille lui donner. En réalité, l'agression américano-israélienne contre l'Iran, il y avait beaucoup de peur. Et je pense qu'une partie de cette peur a été attisée par ce qu'on pourrait appeler nos ennemis. Et même certains de nos amis disaient que, d'accord,
la Chine et la Russie n'en font pas assez pour aider l'Iran, et que l'Iran ne fait pas assez pour s'aider lui-même en s'alignant davantage militairement avec la Russie et la Chine. Ce qui est intéressant dans tout cela, comme j'y ai réfléchi, Ben, c'est que cela semble sous-estimer d'abord à quel point il est important pour des pays comme l'Iran, et en réalité pour tout le Sud global, de pouvoir à la fois se défendre et se développer de manière indépendante. Et cette mentalité de guerre froide, qui a plus d'un siècle, est largement rejetée, surtout par les dirigeants du monde multipolaire, mais en réalité par l'ensemble du Sud global à ce stade. C'est probablement l'un des rares points sur lesquels presque tout le monde pourrait s'accorder au sein des BRICS, par exemple. Et cela minimise aussi l'importance, pour des pays comme la Chine, par exemple, de rester en dehors et de ne pas s'ingérer directement dans les affaires d'autres pays, tout en accomplissant des actions très utiles et bénéfiques, qui ont probablement sauvé l'Iran et aidé ce pays à survivre à ces nombreuses années de guerre économique et de sanctions. Et nous venons tout juste d'assister à l'une des tentatives les plus agressives de vaincre militairement l'Iran. Si ce n'était pas, par exemple, pour sa vaste relation économique avec la Chine, si ce n'était pas pour toute l'aide diplomatique, militaire, économique également de la Russie, et bien sûr, maintenant qu'il est membre des BRICS, et que des pays au sein des BRICS bravent ouvertement les sanctions pour collaborer avec l'Iran. Sans tout cela, l'Iran ne tiendrait probablement pas debout. Donc je pense que c'est un point que je veux souligner et qui, à mon avis, échappe à certains. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à ce sujet. La raison pour laquelle la Chine n'a pas été impliquée dans une guerre depuis 1969, c'est précisément parce qu'elle prend cette question très au sérieux. La Chine ne rejoint pas d'alliance militaire parce que cela pourrait aussi entraîner la Chine dans une guerre, n'est-ce pas? Et parfois, cela rend la possibilité d'une guerre plus probable. Regardez l'OTAN. Il y a cette idée selon laquelle l'OTAN aurait été créée pour empêcher la guerre. L'OTAN n'est qu'une force de guerre et d'impérialisme. Ils ont détruit la Yougoslavie, ils ont détruit la Libye, ils sont en train de détruire l'Ukraine. Ils se préparent à une nouvelle guerre contre la Russie. C'est insensé. On entend toutes ces personnes en Europe parler comme si la Russie allait marcher sur Paris. C'est absurde. Donc la Chine, en étant non alignée, en n'ayant pas d'alliance militaire, c'est l'une des façons dont elle a pu éviter d'être impliquée dans une guerre depuis 1969. Les États-Unis sont en guerre chaque année. Donc encore une fois, il faut réfléchir à ces questions d'une manière très différente. Et c'est ce que les BRICS essaient de faire. Mais évidemment, c'est très difficile à réaliser lorsqu'on a affaire à cette machine de guerre monstrueuse qu'est les États-Unis, qui partout où elle va, détruit des pays et ne laisse derrière elle que des ruines, en Libye, en Syrie et au Yémen, et qui essaie de faire de même en Iran, en Irak et en Afghanistan, et qui menace maintenant la Chine, la Russie, l'Ukraine et la Yougoslavie. Partout où elle passe, elle déstabilise les pays. C'est d'ailleurs l'objectif. C'est comme ça qu'ils tirent profit de la situation. C'est ainsi que les entreprises américaines en profitent. Ce n'est pas un effet secondaire, c'est l'impact recherché. Il faut donc un changement complet de l'ordre mondial. Et c'est ce que les BRICS essaient de faire. Mais en même temps, si l'on pense au nombre de tournants majeurs qui ont eu lieu dans l'histoire du monde, ils se sont produits lors de grandes guerres. Ainsi, la Première Guerre mondiale a conduit à la montée du fascisme. La Seconde Guerre mondiale a entraîné l'effondrement des empires européens, et la décolonisation n'aurait pas été possible sans la Seconde Guerre mondiale, car les empires européens se sont détruits eux-mêmes, n'est-ce pas? Et l'empire japonais également. Donc, on assiste à ces bouleversements majeurs. La guerre de sécession aux États-Unis a véritablement rendu possible l'abolition de l'esclavage. Ainsi, lorsque de tels changements significatifs se produisent,
La révolution russe n'a vraiment été consolidée qu'après la guerre civile russe. La guerre interne, qui n'était pas vraiment une guerre civile, car une douzaine de pays impérialistes ont envahi l'Union soviétique juste après la révolution russe, y compris les États-Unis. La révolution chinoise n'a été possible qu'après la Seconde Guerre mondiale et une guerre civile interne. Donc, il y a ces énormes bouleversements politiques dans le monde. La création de Bretton Woods et des Nations Unies a été une conséquence de la Seconde Guerre mondiale. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que oui, si nous voulons complètement changer cet ordre colonial, il serait possible d'avoir simplement une troisième guerre mondiale, et alors l'Occident devrait perdre, et ensuite nous créerions un nouvel ordre à partir de cela. Mais nous avons aussi des armes nucléaires. Il n'est pas non plus garanti que les États-Unis perdent. Les deux camps pourraient perdre. Je veux dire, je ne pense pas que les États-Unis gagneraient, mais c'est très dangereux de dire « lançons simplement une guerre », n'est-ce pas? Je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui, vous savez, sont ces guerriers du clavier qui disent « oui, l'Iran devrait se sacrifier et mener une guerre totale contre Israël ». Le régime israélien, qui est évidemment complètement illégitime, un régime colonial et d'apartheid. Mais l'Iran doit aussi agir avec patience et retenue, parce qu'Israël possède des armes nucléaires. Il bénéficie du soutien de la plus grande puissance militaire du monde, France, l'Empire américain. Et demander à la Chine de simplement dire « OK, vous devez vous engager dans une troisième guerre mondiale pour vaincre l'Empire américain », ce que tout le monde dans le monde veut voir. Vous savez, 80% du monde veut que l'Empire américain soit vaincu. Objectivement, il est en train de détruire la planète. Mais la troisième guerre mondiale pourrait aussi détruire la planète. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Ce que les BRICS essayent de faire, c'est de créer un nouvel ordre mondial tout en évitant la troisième guerre mondiale. Ils doivent être très prudents pour empêcher une troisième guerre mondiale qui semble de plus en plus probable. Personnellement, je pense que nous devrions tout faire pour éviter une troisième guerre mondiale, étant donné l'existence des armes nucléaires et la folie des gens à Washington. Pas seulement les républicains, mais aussi les démocrates. Je veux dire, beaucoup de gens à Washington préféreraient déclencher une guerre nucléaire plutôt que d'accepter le déclin de l'Empire américain. Et les BRICS essayent d'empêcher cela. Peut-être que les gens oublient que l'option nucléaire, c'est la fin. Et je pense que certains diront, eh bien, l'option nucléaire détruirait tout, donc le système ne voudrait pas s'autodétruire. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce n'est pas une impossibilité. S'il y a une quelconque forme de guerre mondiale ou de conflit militaire ouvert entre l'un de ces pays, y compris l'Iran, même si ce n'est que l'Iran, même si c'est quelque chose comme ce qui s'est passé lors de la soi-disant guerre de 12 jours, si cela devait s'étendre, si une guerre d'usure devait éclater et qu'Israël semblait vraiment en difficulté, ce qui est tout à fait possible dans une guerre d'usure, que feraient les États-Unis? Les États-Unis ne peuvent pas aider Israël de manière conventionnelle, au point de lui permettre de tenir aussi longtemps que nécessaire et de réussir à atteindre son objectif de victoire. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils vont envisager des options dont l'Iran ne dispose pas et que la Chine et la Russie hésitent peut-être beaucoup à utiliser. Personne ne veut utiliser des armes nucléaires, ou du moins personne à part les États-Unis, et peut-être Israël, ne souhaite utiliser des armes nucléaires à des fins offensives. Elles servent de moyen de dissuasion pour une raison. La Chine a une politique de non-recours en premier. La Russie a modifié sa doctrine nucléaire, mais pendant longtemps, elle n'avait pas de politique de premier usage. Et bien sûr, la RPDC. Leur politique est
Nous avons une arme nucléaire parce que nous en avons besoin. Et vous savez, on pourrait continuer encore longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens devraient comprendre, en particulier en Occident, que si le problème c'est l'Empire américain et qu'il possède des milliers d'armes nucléaires, il ne renoncera pas à son empire sans se battre. C'est pourquoi j'insiste constamment sur le déclin, le déclin, le déclin. Parce que ce déclin conduit de plus en plus à des options désespérées, voire à des options complètement insensées, comme les armes nucléaires. Insane options like nuclear weapons.